Voilà. Donc, tu as eu une première carrière universitaire aux États-Unis. Et à la suite de cela, tu as pu avoir un poste à l'université de Paris-Nanterre. Ouais, Paris 10. Paris 10 Nanterre, qui est maintenant Paris-Ouest. Et bientôt va. Paris-Ouest, maintenant, ça s'appelle. Ah, Ça ne s'appelle plus Paris 10. Maintenant, ils mettent les géographiquement. Donc, ça s'appelle pas Université de Paris-Ouest, je crois. Un truc comme ça. Moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat d'État à Paris-Ouest. Enfin, je l'ai soutenu à Paris-Ouest. Alors, c'était quel sujet c'était? le texte prophétique en France. Toute la littérature prophétique depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Parce que pendant pas mal d'années, en fait, entre 85 et 2005, je me suis plus occupé de prophétisme que d'astrologie. J'avais mis l'astrologie un peu entre parenthèses, parce que j'avais remarqué que les recherches d'histoire du prophétisme, sur le prophétisme, étaient plus intéressantes à conduire et plus fécondes que celles sur l'astrologie. Enfin, du moins, je le pensais. Donc, j'ai fait une pause par rapport à l'astrologie. Ouais. Et je me suis intéressé à Nostradamus, notamment. Et puis, depuis une dizaine d'années, je suis revenu à l'astrologie davantage. Depuis que j'ai soutenu mes mémoires, parce que j'ai soutenu deux thèses de doctorat, une en 99 et une en 2007. Donc, à partir du moment où j'ai soutenu ma thèse de 2007, je suis revenu à l'astrologie. Mais l'astrologie ne m'a pas rempli toute mon existence, finalement, quelque part. J'ai obliqué vers le prophétisme. Ce qui n'est pas sans rapport avec l'astrologie, certes, mais ce n'est pas la même chose. Mais oui, je me souviens d'un livre brouillon que tu avais fait sur la réduction des planètes à 4 planètes, je crois. Oui. Ah, je ne vois pas. Ah oui, peut-être... il y a quelque chose que j'ai publié à Cosmopolitan qui s'appelait l'astrologie sensorielle, où je disais qu'il y avait 4 planètes, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Et que je recherchais l'appartenance à une planète, non pas par la date de naissance, mais par une batterie de tests. J'ai beaucoup pensé à une époque, d'ailleurs Gauquelin aussi l'a pensé, que l'on pouvait déterminer la signature planétaire par des tests, des questions. Bon, c'est de l'histoire ancienne, ça date d'il y a 40 ans. Mais c'est possible que ça t'ait marqué à l'époque. Alors, bon, entre-temps, tu sais qu'un de mes dadas, depuis une dizaine d'années, ce sont les étoiles fixes. Et notamment les fameuses étoiles fixes royales. Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Alors je ne sais pas, toi, ça t'a jamais tellement intéressé, cet aspect-ci? Aldébaran m'a beaucoup intéressé. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est dans ton thème ou c'est parce que tu l'as vu en astrologie mondiale? Les deux. Tu as... Aldébaran, Elle se trouve... C'est une planète qui se trouve enfin une étoile qui se trouve à 8-9 degrés des Gémeaux. Voilà. Et moi, j'avais une épouse qui avait Aldébaran conjoint au Soleil. Ah oui, d'accord, voilà, c'est pour ça. Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Normalement, c'est l'œil du Taureau. Bah oui. Parce que c'est une étoile de la constellation du Taureau, mais qui maintenant, au niveau tropical, est en Gémeaux. Ouais, c'est ça. À cause de la pression des équinoxes. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, globalement, toi, tu as bien connu des gens comme André Barbeau. Bah, Qu'est-ce que tu penses de son travail de chercheur, d'astrologue? Ah, bah, bravo à Barbeau pour avoir mis de cap autant de temps. Hein. Oui. Mais bon, c'est un travail d'un chercheur solitaire, Barbeau. Hein. Oui. Mais très intéressé par l'histoire. Ouais. Moi, je pense, d'ailleurs, dans un texte, j'ai dit, Barbeau aurait dû être un historien. Tu sais que je crois que moi ma thèse, c'est beaucoup d'astrologues auraient préféré être autre chose avant d'être astrologue. Ouais. Et Barbeau, je pense que s'il avait eu les diplômes nécessaires, il aurait fait des études d'histoire. Et faute de faire des études d'histoire, il a fait de l'astrologie et il a mis l'astrologie au service de l'histoire. Moi, j'ai fait venir souvent dans mes cours. Ah oui. Ah ouais.
Oui, alors justement, comment se déroulaient ces cours? C'était dans les années 70, je pense. Les élèves Comment venaient est-ce qu'on avait... Oui, parce qu'il y avait il y a eu une certaine ouverture de l'université à ces moments-là, à Ouais. Paris 7 notamment. Toi, tu étais à quelle université? À Paris 10. Mais à Paris 7, il y avait Dorothée Calou, qui était patronnée par Robert Jolin, des gens comme ça. Ouais, ouais. Et toi, quel était à Paris 10 le professeur qui avait favorisé ce genre Je me souviens d'enseignement? plus, il y en a un qui était. Il y en a un, pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi Philippe Granger qui était là-bas aussi. Oui, oui, c'est ça, oui. Et lui, il était. Donc tu te souviens pas de celui Non. qui avait favorisé. En tout cas, il y a eu une ouverture qui n'a pas duré au-delà des années 80, je pense. Moi, je faisais venir Barbeau, je faisais venir Germaine Ollet, Oui. une grande dame. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle parlait, elle discutait avec les étudiants. Oui, elle était. Tu avais combien? Tu avais une quinzaine d'étudiants? Tu avais Comment? combien d'élèves venaient à... Combien... Bon, Et alors, est-ce qu'il y a avait des à peu près est-ce qu'il y a des étudiants qui ont rédigé des mémoires? 50, 60 personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont rédigé des mémoires sur l'astrologie? Bien sûr. Et qu'est-ce qui sont devenus ces mémoires? Et quels étaient les sujets de ces mémoires, Frédéric? Ouais, bah oui, il y avait beaucoup de mémoires d'astrologie. Il y avait même un mémoire d'astrologie sur un élève dont Barbeau était le voisin. Barbeau était le voisin et un jour, l'élève, il me rapporte un mémoire, mais j'ai dit, c'est Jean-André Barbeau, ça, le père de l'astrologie, entre guillemets, en France. Là, il dit, oui, c'est un fait, il est sur notre palier. Ah, il Voilà. habitait où à l'époque? C'était dans le 19e? Non, c'est pas dans le 16e, je sais pas. Non, parce qu'il a vécu vers la rue Mouffetard, il a Ouais, vécu vers les buttes de Chaumont, ouais, et puis il a vécu dans le 17e, rue Émile Allais, près de la Porte-Maillot. ouais, c'est ça, ouais. C'est là que je l'ai rencontré d'ailleurs, j'habitais à côté, Ah, bah toi aussi. parce que ma famille habitait à la Porte-Maillot. Ah ouais, Et donc lui, il habitait rue Émile Allais, qui est une rue qui donnait dans le boulevard Gouvion-Saint-Cyr. ouais. En 72, il habitait là-bas. Ah, il avait un grand auditoire, hein. Parce que c'était Barbeau, donc moi je faisais venir les cours, ah oui, il y avait facilement, il y avait une centaine de personnes, 70, 70 à chaque cours, hein. Mais les étudiants n'étaient pas forcément habitués, et c'était pas forcément des habitués de ton cours alors. Ah non, non, non. On l'annonçait quelque part dans la fac. Oui, puis de bouche à oreille, ça se savait. Donc, Et aux États-Unis, qu'est-ce que tu as fait aux États-Unis? C'était déjà de l'astrologie ou pas encore? ah oui, oui, oui. Ah oui, j'étais déjà astronome. Donc tu as introduit l'astrologie à l'université quelque part dans les... Je peux dire, elle était déjà là, mais enfin, je l'ai magnifiée, c'est sûr. Tu l'as incarné. Ouais, ouais. Et tu faisais tes cours en anglais, je suppose. Aux États-Unis, oui. Oui. Bah oui, parce Et que- alors là aussi, tu as invité des astrologues américains? Oui, et puis disons que les Américains sont très, très férus d'astrologie, donc Oui. donc il y avait des livres d'astrologie même en français là-bas. Oui. Il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Et puis après, alors finalement, D'ailleurs, il y a, au niveau, je voulais t'en parler, au niveau américain, si tu connais, dans le milieu médical, je ne sais pas si tu connais, tu connais des gens un peu partout. Moi, j'aurais aimé rencontrer un spécialiste américain ou surtout américain parce que j'ai eu un problème de circulation du sang, moi, assez idiot. Donc à la suite de ça, j'ai eu une sorte d'AVC. Oui. Ouais. Et donc, c'est récent de quand tu parles. faut pas. Bah, tu n'as qu'à pas en parler. Hein? N'en parle pas à ce moment-là. Bon. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est quelle était ton activité après Nanterre? Après Nanterre, ben, j'ai été, si tu veux, j'allais dire agent à carte multiple, c'est pas ça.
mais je m'occupais de groupes d'étudiants, et puis je fais des interventions dans les entreprises, en France et à l'étranger. Sur quel sujet? C'est variable, hein, mais en France et aux États-Unis. En France, oui, c'est ça, en France et à l'étranger. Alors j'allais avec, comment il s'appelle, j'avais un confrère, breton d'ailleurs, que tu dois connaître, qui est décédé actuellement, et on allait pour faire un séminaire de 8 jours ou 10 jours pour traiter entre guillemets une entreprise. Oui. En Afrique par exemple. Oui, oui. Moi j'aimais bien, ouais. Et tu avais quoi comme méthode, comme technique? Tu utilisais l'astrologie comme... Pas ouvertement. Non, mais en sous-main. Mais je l'utilisais, oui, oui, oui. Parce qu'on avait par exemple, des sujets très intéressants avec c'était Unilever, oui, on a eu Ah oui. Unilever à un moment, et on a eu comment ça s'appelle comment ça s'appelle ça? Tu vois, mon AVC me fait perdre la mémoire. C'était ils fondaient ça en cubes, et ensuite, oui, c'était le cuivre. Ils utilisaient le cuivre dans des mines de cuivre en Afrique. Et donc on a fait des interventions, puisque les Français étaient venus mettre le renouveau dans les entreprises belges. Voilà. Et donc ça avait fait une vague quelque part. Parce que, Un choc des cultures. Oui. oui. Comment dirais-je, les gens du coin s'entendaient mieux avec les colonisateurs qu'avec les Français, hein, les Belges. Donc il y avait eu des gros problèmes. Puis alors, chacun dans son langage, alors il enchaîne des fléchettes, voilà, pour s'opposer. Et tu as résolu les problèmes, tu as aidé un peu à l'harmonisation. Oui, puis on a été bien payé, alors également. Hein, oui, on a résolu des problèmes. Des problèmes d'ailleurs pas toujours dans le bon sens pour les intérêts français. Hein. Ah oui, parce que quelquefois les Français. Bon. Mais c'était passionnant. C'était passionnant. Ouais. Parce que là, on avait des moyens financiers intéressants. Et puis on avait je me souviens, on vivait dans des hôtels qui avaient été parachutés en hélicoptère, construits en pleine brousse. Ouais. C'était intéressant, en air conditionné et tout. Ah. Et puis à l'extérieur, il y avait des éléphants. Et alors, il y a eu après l'épisode indonésien, c'est ça? Indonésien, non. Bah, Bali. Ah, je suis pas allé à Bali, moi, non. C'est pas moi, ça. Non, mais tu as bien vécu à un moment donné dans cette région. En Amazonie? Non, à Bali. Bali, l'Indonésie, les Philippines, le Sumatra. Non. Non, j'ai vécu en Asie, mais pas là. Non. Comment ça, en Asie? Où est-ce que tu as vécu en Asie? J'ai vécu en Asie, on s'appelle. Non, c'était pas là. Ouais, mais, tu vois, alors, l'ennui d'avoir eu mon problème, c'est que je fatigue vite. Alors, Oui. à un certain moment, donc, Oui. Mais je peux t'assurer qu'effectivement, il y a encore un an, tu parlais de Bali. Ouais. Et maintenant, tu dis que tu n'as pas été à Bali. Ah si, je suis allé à Bali, mais j'ai pas séjourné, si tu veux. Mais tu avais un papa, tu avais quelqu'un, tu avais des attaches là-bas. Oui. Des gens avec qui tu t'entendais bien. Oui. C'était dans quelle ville? Non, à Bali, c'était papa, oui, c'est une histoire, ça. C'était
c'était un homme, ouais, un homme avec qui on vivait des relations qui étaient fortes et qui étaient très basées sur le culturel. C'est très intéressant, oui. Oui, à Bali, c'était effectivement à Bali. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. On avait également des relations. On était parti faire des interventions. En, c'était pas en Australie, mais c'était. Enfin, il y avait. On avait un certain nombre de pays comme ça. Oui, c'est ça.